Jérôme, roman de Jean-Pierre Martinet, chapitre 10, première partie. Car enfin, il ne faut pas exagérer. Un bureau de poste, ce n'est pas si difficile que ça à trouver. Malgré l'odeur de froid et de nuit que dégageait la ville, j'ai fini par découvrir, après une heure de vaines recherches, un bâtiment vieillot en briques rouges. La façade était si rébarbative que j'ai failli rebrousser chemin. L'une des fenêtres était grossièrement bouchée avec un emballage en carton. Quelques poules sans couleur bien définie caquetaient stupidement en se poursuivant au milieu des orties et des boîtes de conserve. Des gosses se bagarraient devant l'entrée. J'ai été obligé de les chasser à coups de pied pour atteindre la porte. L'un d'eux, sans doute pour se venger, m'a lancé une pierre que j'ai évitée de justesse. Elle a fait voler une vitre en éclats et les gosses ont déguerpi aussitôt. La bruine s'était remise à tomber. Mon chandail en mohair gris commençait à être imprégné d'humidité et je me suis surpris à grelotter. Évidemment, quand j'avais quitté la rue des Papillons Blancs, il faisait encore relativement beau, il y avait même dans l'air une tiédeur presque estivale, mais maintenant, il semblait bien que le printemps s'en allât sur la pointe des pieds, à reculons. La Toussaint approchait peut-être déjà. À Paris, il est vrai, le mois de novembre arrive souvent très vite, sans qu'on s'en aperçoive. Je ne m'en étais jamais aussi bien rendu compte que cette année. Tout, d'ailleurs, changeait à une vitesse folle. Ainsi, il n'y avait guère que quelques mois que je n'avais mis les pieds dans un bureau de poste, et déjà, je ne reconnaissais plus rien. Ainsi, ce couloir. On en rencontrait rarement dans ce genre d'établissement, auparavant, surtout de cette longueur. Ce calme feutré non plus n'était pas habituel. J'ai aperçu un employé à quelques mètres de moi. Il se curait les dents consciencieusement avec un ticket de métro. De temps en temps, il déposait sur son bureau les morceaux d'aliments qu'il avait réussi à extraire et il les regardait avec un sourire béat. Puis il les roulait entre ses doigts et les envoyait d'une pichenette dans un cercle dessiné au stylo à billes rouge sur le mur qui lui faisait face. J'ai tout sauté discrètement pour signaler ma présence. Il a sursauté, puis il s'est levé et s'est incliné légèrement en me souriant. Je lui ai demandé s'il avait un annuaire des abonnés de téléphone de la région parisienne par ordre alphabétique. « Monsieur, m'a-t-il répondu en continuant à sourire, je suis votre obligé. Mais avant de vous donner satisfaction, je voudrais vous dire deux choses. A. Mon score aujourd'hui n'est pas très fameux. Seulement 25 dans le cercle rouge. Je suis nettement en dessous de ma forme habituelle. La moyenne est de 30, 35, suivant les repas qu'on nous sert. Si la viande est très dure, très fibreuse, alors en général, j'accomplis une performance honorable. Mais attention, interdiction d'utiliser les crottes de nez, ce qu'on appelait autrefois, quand nous étions gamins, les loups. Ce serait trop facile. S'il n'y avait pas de rigueur, cet exercice quotidien n'a plus aucune signification. Discipline, ascèse. En dehors de ça, néant, laxisme, débauche, fièvre jaune. Et pour finir, fosse commune. Voilà, le tableau est sombre, je le reconnais, mais tant pis. Le combat quotidien qui grandit à la mollesse et à la démission. B. Un grand philosophe prétend que si l'on rêve d'un alligator au nez rouge, au mois d'avril, c'est signe de demande en mariage. C'est ce qui m'est arrivé la nuit dernière. Je dois vous préciser que je suis célibataire et heureux de l'être. Alors, que dois-je faire ? Je vous pose la question, monsieur. Mais rassurez-vous, votre réponse m'indiffère complètement. Ne vous mêlez pas de ma vie privée. Balayez d'abord devant votre porte et laissez-moi tranquille. Bien. Maintenant, je vais vous dire. Notre maison s'occupe de la région parisienne, mais aussi de bien d'autres régions. La maison Borloo couvre toute la France. Nous avons, chers clients, de multiples succursales, dans la banlieue, bien sûr, Charenton, Maison-Alfort, Vincennes, Neuilly, Saint-Denis, Aubervilliers, Farmidange, Neudon-le-Duc, mais aussi en province, et oui, Aix-en-Provence, Agde, Ajaccio, Antibes, Arles, Aubagne, Aubenas, Avignon, Bastia, Beaucaire, Beaulieu, Beausoleil, Biot, Burnotte, Buvendre, Cabris, Cagnes-sur-Mer, Cannes, Cap-d'Aille, Collante. Je l'ai interrompu brusquement dans son énumération en tapant du poing sur son bureau. Mais ce qui m'intéresse, moi, c'est Paris, uniquement, la liste des abonnés, par ordre alphabétique. Ce n'est pourtant pas tellement compliqué. Je ne demande pas la lune.
vous comprenez? Paris, en France. Comment faut-il vous le dire? L'employé a pincé les lèvres en me jetant un regard de mépris. C'est que, monsieur, vous êtes extrêmement intolérant, et pour 2 raisons. A. Vous avez une tendance à la boulimie, très nette. Pour cette raison, je n'ai pas peur de vous l'affirmer. Vos fiançailles ne tarderont pas à être rompues. B. Vous avez tort de vouloir vous mêler de ma vie privée. Car enfin, l'alligator au nez rouge ne vous a pas rendu visite à vous. Ce n'est pas une raison pour en vouloir au monde entier. Mes fiançailles, à moi, déboucheront sur un mariage. Et le mariage sur une vie de famille heureuse. Ne vous en déplaise. Il y a même une 3e raison, et je la baptise C. Vous m'importunez. Mes griefs sont précis, monsieur, beaucoup plus précis que vos questions. Car enfin, reconnaissez-le, vous n'êtes même pas capable de m'expliquer clairement ce que vous voulez. Êtes-vous intéressé par notre service d'hygiène? Par nos soins spéciaux de conservation après décès par le procédé IST? Vous ne l'avez pas précisé, c'est très grave. Désirez-vous garder chez vous le cher disparu? Notre organisation est rationnelle. Nous exigeons de nos clients qu'ils s'y conforment. Nous détestons le vague, l'à peu près. Avec nous, aucune surprise. Le mort n'a pas à se plaindre. Il est dorloté, bichonné, tendrement couvé comme un chérubin. Je n'ai pas peur de le dire, monsieur. Nous sommes une mère pour lui. Nous venons le border dans son cercueil. J'ai des photos, monsieur, un album. Je vous le montrerai si vous voulez bien. Ils sont si calmes, si beaux. Toutes mes photos sont en couleur, le même format. Je ne les fais pas admirer à n'importe qui. Mais, comme vous m'êtes sympathique, je m'égare. Excusez-moi. Peut-être ne savez-vous pas que nous avons un personnel spécialisé pour procéder à la toilette mortuaire. Alors, monsieur, je vous l'apprends, et aussi que nous pouvons vous fournir un devis gratuitement. N'oubliez pas surtout qu'avec notre procédé spécial, à l'avant-garde du progrès, nous pouvons vous aider à conserver votre cher disparu chez vous pendant une 15aine de jours au moins. Qu'en dites-vous? D'ailleurs, voilà une documentation complète. Revenez nous voir quand vous serez décidé. Au revoir, monsieur. J'ai pris les prospectus d'une main molle et je suis reparti vers la sortie. Je n'ai même pas eu le courage d'expliquer à l'employé que je m'étais trompé. Il continuait à me donner des conseils sans se préoccuper de mon départ précipité. N'oubliez pas surtout, formulez vos desiderata très clairement. A, B, C. N'ayez pas peur d'utiliser d'autres lettres si le besoin s'en fait ressentir. Soyez méthodique. Des paragraphes, des divisions, des subdivisions, des alinéas. Surveillez. Une poigne de fer, sinon, c'est la débandade. Faites comme moi, classez vos morts par ordre chronologique ou alphabétique à la rigueur, mais classez. De la raideur. Ne les laissez pas s'échapper. Ne leur ouvrez pas la porte. Aucune place pour la vie. Filtrez, bouchez les fenêtres, serrures, double verrou, blindage. Ne cédez pas un pouce de terrain. Devant l'entrée, les gosses avaient recommencé à se battre. Leur bagarre, maintenant, était beaucoup plus violente. Il y avait des taches de sang sur les marches. Une poule gisait sur le sol, la tête écrasée. J'ai enjambé les gamins sans dire un mot, et lorsque j'ai été sûr qu'ils ne me voyaient plus, j'ai laissé tomber les prospectus dans le caniveau. Décidément, j'étais bien fatigué pour m'être trompé aussi grossièrement. Pourtant, même avec la nuit qui commençait à tomber, il ne devait pas être impossible de trouver un vrai bureau de poste à Paris. Sans doute, au cours de mes recherches, j'avais dû finir par m'éloigner insensiblement de mon point de départ. Serais-je capable de retrouver tout à l'heure le passage Nastenka? J'ai fouillé fébrilement dans ma poche pour voir s'il me restait de quoi prendre un taxi. Heureusement, j'avais encore plus de 20 000 francs. Comment avais-je pu l'oublier? Cette visite malencontreuse aux pompes funèbres m'avait vraiment troublé. Cet imbécile d'employé avait deviné que j'avais des cadavres chez moi, attendant une sépulture décente. Doucendre avait peut-être déjà parlé. Ou alors Bérénice pour se venger. Non, impossible. Je la croyais incapable d'un acte aussi bas. C'était certainement Doucendre. S'il avait été assez lâche pour donner asile à M. Cloret, lui prêter son corps, sa voix, son âme, alors il était bien capable de me dénoncer à la police. Il aurait mérité que je retourne au collège Semivolski pour le corriger sévèrement devant ses élèves. Peut-être que cette nuit, en regagnant mon domicile de la rue des Papillons Blancs, j'allais trouver la police dans mon appartement. On allait me questionner jusqu'à ce que je craque et que j'avoue les 2 crimes. On me demanderait également où était passée Solange
et, là aussi, il faudrait bien que je leur donne la réponse qu'ils attendaient. Décidément, Paris commençait à ressembler à une gigantesque souricière. Mieux valait essayer de passer inaperçu. Malheureusement, avec mes 150 kilos et mon mètre 90, cela ne m'était guère facile. Malgré mes ecchymoses sur le visage, j'avais quand même été reconnu. Il fallait pourtant bien que je revienne chez moi ce soir, ne serait-ce que pour faire main basse sur les économies de ma mam. D'ailleurs, elle me manquait, ma mam. J'avais une envie folle de l'embrasser et de poser ma tête sur ses genoux, en me laissant caresser les cheveux. Après tout, maintenant qu'elle était morte, peut-être n'éprouvait-elle plus de dégoût pour moi. Peut-être cesserait-elle de m'insulter et de m'humilier pour m'aimer en silence, comme une mère qui contemple les yeux pleins d'amour son premier-né. J'ai prononcé son nom à voix basse en regardant le trottoir. Marie-Thérèse Bauche, née Coudreau. Cela m'a fait du bien, et j'ai retrouvé assez de force pour jeter un œil sur le nom de la rue dont je venais enfin d'atteindre le bout. Rue des Apothicaires. Elle débouchait sur le boulevard Alyosha. Je n'avais jamais mis les pieds dans ce quartier. C'était peut-être déjà la banlieue, avec son alternance morne de terrains vagues, d'usines et d'hôpitaux. Je n'avais pourtant pas l'impression d'avoir marché si longtemps. De l'herbe rase, des jardins pelés, des briques rouges ou noirâtres, des chantiers, des décharges, des cabanes en planches, des HLM sans couleur bien précise, et maintenant, un léger brouillard qui ne rendait pas ma recherche plus facile. Il fallait absolument que j'arrive à sortir de ce labyrinthe. J'ai demandé où j'étais à un homme mal rasé qui traînait avec une ficelle un petit chariot plein de bouteilles vides. Il m'a jeté un regard affolé et s'est mis à courir en boitillant. J'ai ramassé un caillou et je lui ai lancé, histoire de lui apprendre la politesse. Je l'ai manqué de peu, malheureusement, et il a disparu au coin du boulevard Alyosha et de la rue des Apothicaires. Ne pas arriver à connaître l'heure exacte était déjà terrible. Mais ne pas savoir en plus où je me trouvais, vraiment, c'était trop. Car enfin, Solange le répétait souvent, et elle n'avait pas tort, il faut bien avoir quelques repères dans la vie, sinon c'est le naufrage. Si j'arrivais à obtenir un rendez-vous avec Polly, je serais sauvé, je le sentais bien. J'ai sorti le papier de ma poche et j'ai regardé amoureusement le numéro de téléphone. 824 15 14. Quelle fragilité! Quelle roublardise naïve dans ces 7 chiffres! Quelle tendresse inavouée! Au fond, Paulina Semilionova était plus à plaindre qu'à blâmer. À ses moments perdus, elle louait son corps pour se faire un peu d'argent de poche, sans doute parce que ses parents étaient pingres. Quoi de plus naturel? Ah, parents, parents, vous ne savez pas le mal que vous faites à vos filles en voulant les préserver des tentations de la vie. Polly était une victime, voilà tout, et je devais la consoler, la serrer contre moi pour lui redonner le goût de la vie et lui faire retrouver l'estime de soi-même, ce sentiment si précieux sans lequel il n'est plus possible de vivre. Tout était tellement simple. Je n'étais plus jaloux. D'ailleurs, la jalousie est un sentiment morbide, réservé aux âmes mesquines. Je comprenais tout, enfin. Lumière. On avait besoin de moi, quelque part. J'arrive, Polly, j'arrive. Prêt à pardonner, à consoler, le cœur plein d'amour. Ce qu'il te faut, c'est une épaule solide comme la mienne pour pouvoir y poser ta tête dans les moments de découragement. Sérieux, fidèle, attentif, je veillerai sur toi. Avec moi, tu abandonneras la vie misérable que tu as menée jusqu'ici et tu retrouveras le droit chemin. Je te laverai de toutes les humiliations que tu as dû subir. Tu verras. J'abandonnerai même mes rendez-vous du passage Nastenka, puisque cela te déplaît et que je n'aurai plus besoin de personne d'autre que toi. Adieu Sonia, Lisa et les autres. Adieu petite fille si tendre. Désormais, vous rentrerez bien sagement chez vous pour faire vos devoirs et préparer vos examens. Vous ne traînerez plus dans la rue pour aguicher les garçons et vous ne vous enfoncerez plus dans les ténèbres du passage Nastenka avec le sentiment trouble et délicieux de pénétrer par effraction dans un domaine interdit. Paulina Semilionova et moi, nous repartons à zéro. Départ dans l'affection et le vent neuf. Je me sentais gonflé d'une joie mystérieuse, presque surnaturelle. Les terrains vagues, les cabanes en planches, l'herbe pelée, les détritus dans les talus, la lumière grisâtre, légèrement rosée, m'ont paru soudain tellement beaux que j'ai fondu en larmes. Oui, vraiment, ce n'était plus la peine de vérifier dans l'annuaire s'il s'agissait bien de ma Paulina. Il n'y en avait qu'une à Paris, c'était évident, et même si elle était tombée, Polly, ce n'était pas une raison suffisante pour l'abandonner à jamais.
Je n'en avais pas le droit. Je devais me montrer magnanime, l'élever jusqu'à moi et lui pardonner, au lieu de la rejeter pour toujours dans la nuit et les ténèbres. N'avais-je donc rien à me reprocher? Ne m'étais-je pas, moi aussi, laissé attirer, à plusieurs reprises, par le monde d'en bas, espérant vaguement qu'une âme secourable viendrait me tirer de là? Allons, je n'étais pas un saint, et je n'avais de leçons à donner à personne. Il me suffisait d'appeler le 824 15 14 et d'obtenir un rendez-vous. J'ouvre la porte, je dis, d'une voix ferme, mais où l'on peut discerner une immense tendresse. « C'est moi, Polly. » Alors, elle se jette dans mes bras. Nos cœurs battent à l'unisson. Il y a là un grand moment d'émotion. Le ciel devient très clair. La tapisserie vire au blanc. « C'est moi, Polly, c'est moi, Jérôme Beauche. Le cauchemar est fini. Plus personne ne te fera souffrir. Oublions tout et allons-nous-en. Je te pardonne. Un cœur noble doit savoir que j'ai eu Déjà, mon rêve bafouillait, comme un vieux disque usagé. J'ai eu honte brusquement, de la mièvrerie et de la bêtise de mes songes. Si Solange m'avait surpris à rêvasser ainsi, elle serait entrée dans une colère folle. C'est moi, Polly. Oublions tout. Je n'ai pas de rancune. Oui, c'était bien ainsi que les choses allaient se passer. Exactement comme dans les romans photos, où l'amour finit toujours par triompher. Solange ne pouvait rien contre cela. L'amour serait le plus fort. C'est moi, Polly. Je n'ai pas trop changé. Les blessures de la vie, cicatrices, coupures, gerçures. Mais non, tu es toujours le même, Jérôme. Cette force tranquille, ton corps, c'est ton corps. Ta bonne odeur d'homme, ta voix, et ce regard qui me... Mon Dieu, Jérôme, c'est toi? Comment est-ce possible? Tu n'as donc pas de dégoût pour moi? Ma chair ne te donne pas envie de vomir lorsque tu l'effleures de tes doigts? Tu es donc si généreux? Quelle tendresse dans ces yeux et quelle force tranquille dans cette poitrine. J'ai honte, je me sens si petite devant toi. Voici un bouquet de fleurs des champs pour me faire pardonner. Mais le pourras-tu malgré ta noblesse? Des bleuets, des coquelicots, des liserons. Arrose-les de tes larmes et je les passerai sur mon corps. Oui, ne m'en empêche pas, mon amour. Je me sens si souillé. J'ai besoin de renaître. C'est moi, Polly. N'aie pas peur. Je n'ai pas de colère. Je me suis dit soudain que j'avais commis une erreur grossière en croyant que Polly serait inscrite dans l'annuaire sous le nom de ses parents. C'était absolument idiot. Le 824 15 14 devait correspondre au numéro d'une copine ou d'un hôtel de passe. Il s'agissait seulement de trouver un café pour téléphoner maintenant. J'ai aperçu un panneau indiquant que Gennevilliers n'était qu'à quelques centaines de mètres. Ainsi, je m'étais retrouvé en banlieue sans même m'en rendre compte, comme on franchit une frontière en dormant. Je ne le regrettais pas. J'ai toujours aimé la banlieue parisienne, surtout la plus pauvre, celle où l'on ne rencontre pas ces bourgeois cossus et méfiants qui se prennent pour le sel de la terre. Vraiment, mes crises d'angoisse n'étaient plus qu'un mauvais souvenir. Elles s'étaient évanouies dans le ciel mordoré. Après tout, si je fichais le camp à l'étranger avec Polly, il serait bien difficile de me mettre la main dessus pour me faire payer le meurtre de M. Cloret. Comme dans ce film où, à la fin, les amants disparaissaient sur une plage, marchant vers un autre pays, enlacés, en longeant la mer forcément. Les somnambules enjambent les frontières. Alors je ne devais pas m'affoler. Et, car enfin, je n'avais qu'à m'arranger pour faire disparaître le cadavre de M. Cloret. Ce n'était pas la magie des frontières. Quand on les franchit, on repart à zéro. Ni l'herbe ni le ciel n'ont la même couleur. Ce n'était pas une tâche insurmontable après tout. Par la même occasion, je m'occuperais du corps de ma mame, car si je n'étais pas vigilant, on trouverait bien le moyen de me faire endosser ce crime-là aussi. La police ne s'amuse pas à couper les cheveux en quatre. Quand elle tient un coupable, elle ne le lâche plus et se lance rarement sur une autre piste. Mais enfin, tout cela était sans importance. Bientôt je serais loin, et Polly se blottirait contre moi, comme un animal traqué qui vient d'échapper à la meute de ses poursuivants. Une adolescente ramassait des pissenlits dans le champ d'à côté. Elle chantonnait d'une voix un peu triste, comme les enfants quand ils s'absorbent dans des tâches rébarbatives imposées par les adultes. Je lui ai demandé si elle pouvait m'indiquer où il y avait un café où je pourrais donner un coup de fil à Paris.
Elle s'est essuyé les mains sur sa robe en tissu imprimé et m'a souri gentiment. J'ai fui son regard lumineux. Je me suis absorbé dans la contemplation du fossé qui nous séparait. C'était la nuit, une eau noire et des milliers d'étoiles vertes. Tous les habitants des ténèbres avaient éteint leurs torches en silence, et ils me regardaient fixement, du fond de leur sommeil. Le fossé semblait si profond, si calme, que j'ai eu envie de m'y laisser glisser, sans attendre la réponse de la gamine. Lorsque j'ai entendu sa voix, un peu lointaine, un peu lasse, je me suis réveillé en sursaut. Vous dépassez le panneau Gennevilliers, vous continuez à descendre le boulevard Alyosha, puis vous prenez la première rue à droite. Elle s'appelle la rue Philumina Christi. Là, vous trouverez, au bout de 200 mètres à peine, le Café des Glycines. Vous leur direz que vous venez de la part de Trina. Ils comprendront. Je les remerciai machinalement. Si j'avais été un peu plus sûr de mon charme, je lui aurais bien donné quelques coups de poing dans les côtes. « Excusez-moi de ne pas vous accompagner, monsieur, mais j'ai du travail. Si je puis me permettre de vous donner un conseil, couvrez-vous bien, car il ne va pas tarder à neiger. » Elle m'a fait un petit signe de la main et a disparu en courant comme un cabri parmi les ronces et le chien-dent. Elle avait relevé sa jupe pour y mettre les pissenlits, et ses jambes blanches, fines et nerveuses, baignaient le terrain vague d'une clarté opalescente. Quand je l'ai perdue de vue, je me suis mis à sourire. Cette Trina avait exactement les mêmes yeux que Polly, la même démarche, la même fragilité. Décidément, je touchais au but. Enfin, je rencontrais maintenant des intercesseurs bienveillants qui portaient sur leur visage un reflet de la beauté de Paulina Semilionova. Que Trina m'eût annoncé la neige ne me chagrinait pas, loin de là. Mes retrouvailles avec Polly s'accorderaient parfaitement avec l'atmosphère pétersbourgeoise des nuits blanches interminables. Je me suis surpris à esquisser quelques pas de danse sur l'avenue déserte, alors qu'un rayon de soleil venait de percer le ciel gris et bas. Le rideau s'ouvrait enfin. La pièce allait commencer, après une longue attente, puisque Trina venait de frapper les 3 coups. Gennevilliers n'était plus qu'une magnifique toile peinte. Les usines étaient des palais, les terrains vagues des jardins suspendus, les cabanes en planches des cathédrales, les passants des dieux. Les boîtes de conserve rouillées débordaient de pierreries. Je me sentais tellement plein d'amour que je suis allé embrasser tendrement une chambre à air crevé abandonnée sur le bord de la route. Tous ces cailloux solitaires, je ne pouvais tout de même pas les emmener avec moi, ni ces papiers gras, ni ces jouets cassés, ni ces chiffons sans couleur bien définie. C'était un déchirement, mais il me fallait bien avancer. Quand j'ai atteint la rue Philumina Christi, les rares passants m'ont paru d'une telle beauté que j'ai eu envie de leur demander pardon d'être aussi gros et aussi laids. Les filles surtout étaient magnifiques, grandes, sportives, les seins palpitant doucement sous l'étoffe légère, avec dans la démarche cette rayonnante insolente des corps que la richesse n'a pas souillés. Je les savourais du regard, et quand elles me croisaient, elles ne détournaient pas les yeux, fières qu'on les admire, qu'on les prenne en imagination, mais sans excès, sans provocation, sans le moindre calcul. Je les déshabillais tendrement, avec des gestes de prestidigitateur, et je posais ma tête contre leur poitrine adolescente. Je m'enhardissais jusqu'à poser mes lèvres sur leur ventre et à respirer leur odeur douce et poivrée, presque marine. Trina ne m'avait pas menti. Le café des Glycines se trouvait bien à l'endroit qu'elle m'avait indiqué. C'était un de ces petits bistrots de banlieue où l'on a envie de rester des heures, tant l'accueil y est chaleureux, comme si l'on faisait partie, brusquement, d'une famille indulgente de buveurs de Ricard, de prophètes du tiercé et de joueurs de belote. Je me suis installé au comptoir, j'ai commandé une bière et j'ai dit à la patronne que je venais de la part de Trina. C'était elle qui m'avait conseillé de venir téléphoner ici. La patronne a appelé son mari aussitôt. « Dis donc, ce monsieur vient de la part de Trina, tu te rends compte ?» Un gros homme au teint violacé s'est avancé vers moi et m'a tendu une main cordiale. « Comment elle va, monsieur Trina ? Il y a une éternité qu'elle n'est pas venue nous rendre visite. Mais nous ne l'oublions pas, vous savez. Toujours une place pour elle dans notre cœur. Nous lui gardons la chambre du premier, la meilleure, vue sur les arbres. Une jeune fille a besoin de voir de la verdure en se levant le matin. De beaux paysages. À cet âge, c'est normal. On se démoralise facilement. Vous comprenez, n'est-ce pas ? Les draps sont propres, peut-être un peu moisis depuis le temps. Mais la vue n'a pas changé. Des tilleuls et un massif de rhododendrons. Elle aurait de la joie, Trina, le matin, en ouvrant ses volets.
Nous gardons aussi, dans notre armoire, pour l'hiver, des couvertures. Une bleue pâle, épaisse, une jaune, une verte. Et un édredon, on ne sait jamais. Alors, elle va bien ? Elle va bien, ai-je répondu après un temps d'hésitation. Elle ramassait des pissenlits dans un champ, pas très loin d'ici. Je peux même vous donner des précisions sur ce champ. Il y avait des ronces et du chien-dent. Un fossé assez profond le longeait. Elle portait une robe légère en tissu imprimé et elle m'a annoncé que la neige n'allait pas tarder à tomber. Tiens, de la neige ? En cette saison ? Oui, en cette saison. Il va falloir se couvrir, m'a-t-elle dit. Des lainages, des canadiennes. Sur les lits, des couvertures molletonnées, des tisanes, des chats à poils longs, des bouillottes, des samovars. Le patron s'est tourné vers sa femme d'un air triomphant. Tu vois bien qu'on a eu raison de garder l'édredon pour Trina. Toi qui te moquais de moi, grosse bêtasse, elle aurait bien chaud avec toutes ces couvertures. Je lui ferai des grogs. C'est bon pour la gorge, surtout avec peu d'eau chaude et beaucoup de rhum. Dites, monsieur, Trina, elle est toujours aussi douce, avec des yeux de gosse ? Toujours, monsieur, je vous assure, elle n'a pas changé. J'ai inventé un pieux mensonge pour faire plaisir à ces braves gens. Et en plus, elle m'a chargé de vous embrasser tous les deux. Le patron m'a sauté au cou, m'a embrassé sur les 2 joues, puis sa femme a fait de même. « Est-ce que vous avez mangé au moins à midi ? Parce que je peux vous faire un beau plat de charcuterie, vous savez. Pour le chaud, évidemment, c'est un peu tard. Mais vous pourriez rester ce soir. Je vous remercie, vous êtes vraiment très aimable, mais j'ai déjà déjeuné, et je dois être à Paris dans 1 heure au moins, alors vous m'excuserez. J'aurais juste besoin de passer un coup de fil. Tiens, fillette, montre à monsieur où elle téléphone. » J'ai suivi la patronne dans l'arrière-salle. « Je suis désolé, monsieur, il n'y a pas de cabine, mais ne vous inquiétez pas, la discrétion est assurée. » Elle a étouffé un petit rire qui m'a paru bizarre, comme s'il sous-entendait que ma conversation aurait pu avoir quelque chose de louche. « Je vous remercie, madame. » Elle m'a souri et a refermé la porte vitrée derrière elle. J'ai commencé à former mon numéro, mais je me suis arrêté brusquement, car je venais d'apercevoir la silhouette de la patronne derrière la vitre. Il n'y avait aucun doute, elle m'espionnait. J'ai donné un grand coup de pied dans la porte, la silhouette a disparu aussitôt, et j'ai pu enfin faire tranquillement le numéro. Miracle, il n'était pas occupé. Au bout de quelques secondes, j'ai entendu un déclic. J'ai cru que mon cœur allait s'arrêter et que je ne parviendrais jamais à prononcer la moindre parole.